Alors, après examen de ma config de l'étape précédente, je me suis rendu compte, en fait, dans l'étape précédente, on s'était rendu compte ensemble que ce routeur, enfin ce serveur-là n'accédait pas à Internet, et ce routeur-là, en fait, ne fonctionnait pas, enfin, avait pas l'air de fonctionner. Et dans la précipitation, j'ai peut-être fait une erreur, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, et je vais vous expliquer mon erreur. Alors dans l'intervalle, peut-être que certains d'entre vous ont constaté l'erreur, parce que je l'ai faite, et je suis passé dessus en revisionnant en fait les étapes dans la vidéo numéro 2 où j'expliquais la mise en place de ce routeur là. J'expliquais qu'en fait il suffisait de refaire ce qu'on avait fait ici assez rapidement sans avoir à rajouter cette carte, donc de mettre une adresse IP 10.0.0.254 ici et de mettre une 172.20.0.254 ici, ce que j'ai fait, mais c'est là où j'ai commis une erreur, c'est qu'en fait je me suis trompé, j'ai mis la 172.30.0.254, et si vous visualisez la vidéo, vous constaterez cette erreur, mais on le voit à peine parce que c'est allé assez vite. Ce que finalement je n'ai pas montré, c'est l'étape finale qui consistait aussi à activer le routage. Alors j'avais expliqué que j'allais pas vous montrer les étapes de config et qu'on allait faire les tests ensemble, mais je vais vous rappeler ce qu'il faut donc faire et je vais vous le montrer. Il faut donc mettre l'adresse IP sur cette carte là, 10.0.0.254 avec le masque 255.255.255.252, donc ici, pour cette carte là qui devait s'appeler ENP0S3 normalement, ou bien ENP0S8 plutôt, et sur cette carte qui s'appelle ENP0S3 on devait donc mettre 172.20.0.254 avec un masque de 16 bits, c'est-à-dire 255.255.00, et puis il fallait pas oublier d'activer le routage avec la petite astuce up echo 1 /proc /6 /net /ipv4 /ip _ forward. Donc je vais vous remontrer tout ça. Donc je suis sur le routeur rouge, c'est-à-dire sur cette machine là, et voilà après correction mon fichier. Donc la carte rouge a été corrigée, l'erreur en fait elle était là, j'avais écrit 172.30 ici au lieu du 172.20 par inadvertance, donc évidemment ça pouvait pas marcher. Donc 172.20.0.254 netmask 255.255.00. Pour la carte bleue il n'y avait pas d'erreur. Il faut pas oublier de mettre le netmask, alors c'est même pas obligé de le mettre en fait, mais je le mets parce que quand je travaille sur des masques modifiés, il vaut mieux être précis, comme c'est le cas par exemple de cette carte là. Mon masque n'est pas le masque standard, donc 255.252, donc cette carte là c'est indispensable. Voilà. Et alors oui, du coup j'ai fait des bêtises, et du coup cette petite phrase ici va activer le routage, et ça c'est donc la route par défaut qui est déclarée. Donc tout ça était bon, mais ça on l'a pas vu, je l'ai pas montré dans la présentation, mais ce que j'avais donc mal fait, c'était donc mauvaise adresse IP ici. Donc on va quitter, enregistrer, on va redémarrer le service networking pour vérifier que ça fonctionne. On va quand même par acquis de confiance envoyer un ping sur internet depuis le routeur rouge, on voit que ça marche, et on va démarrer le serveur Linux rouge, donc c'est celui-là qui a en fait fait apparaître le problème. Lui on va vérifier IP adresse show, il doit avoir la 172.20.0.250, donc c'est bien le cas. Et si on fait
un IP route show, il doit avoir la route par défaut via 172.1.0.254. Donc lui, en fait, il n'y est pas touché depuis tout à l'heure, il fonctionnait pas, mais c'était pas lui qui était en cause. Ce qu'il n'arrivait pas à faire, lui, c'était en fait ça tout à l'heure. Et maintenant, on voit que ça fonctionne, bien sûr. Donc, je suis sur le serveur, ici rouge, et j'essaye de me connecter ici, ça fonctionne. On va essayer d'aller un petit peu plus loin en allant par exemple ici. Donc on va faire un ping 8.8.8.8 et si ça fonctionne, voilà, ça fonctionne. Alors je n'ai pas besoin d'aller plus loin, j'arrête mon ping, mais ça fonctionne. Bien, voilà. Donc nous voilà maintenant opérationnel. On va reprendre le schéma. Cette machine-là accède à Internet, celle-là aussi. Ces deux routeurs fonctionnent. Les postes clients, on les traitera plus tard. Donc maintenant, on va s'intéresser à la mise en place des services DNS. Donc on va commencer par télécharger la configuration DNS ici. Et je vais maintenant basculer sur cette machine verte. C'est juste par choix. Hein. Et mon objectif ici, c'est donc dans un premier temps d'installer le service DNS, ensuite de déclarer des zones qui sera une zone maître, c'est-à-dire ce qu'on appelle une zone primaire pour Neptune.local, et ensuite de déclarer une zone secondaire pour Pluton.local. Ensuite, j'aurai à construire le fichier de zone pour Neptune, puisque comme ce serveur sera le serveur responsable de cette zone, vu que cette zone pour lui est une zone primaire, donc c'est lui qui la détient. Il faudra donc que je construise ce fichier, mais je n'aurai pas à construire ce fichier là, puisque lui sera construit ici. Et par contre, lui, je n'aurai pas à construire la zone Neptune, puisque elle aura déjà été créée ici. Et donc la dernière étape de cette manip sera donc le transfert de ces fameuses zones, qui sont représentées ici par ces deux flèches. C'est-à-dire que lui, il va transférer sa zone Pluton.local auprès de l'autre serveur, tandis que lui va transférer sa zone Neptune.local auprès de l'autre serveur. Ce transfert de zone, ce double transfert de zone, va permettre donc à ce serveur-là de récupérer une copie de la zone Neptune.local, tandis que ce serveur-là va récupérer une copie de la zone Pluton.local. Voilà, donc on va commencer par le serveur vert, qui doit donc être maître pour la zone, donc ne faisons pas d'erreur, Neptune.local. Donc le serveur vert, il doit être maître pour la zone Neptune.local. Donc pour ça, on va mettre un petit peu en plus grand. On revérifie qu'il accède aux adresses IP internet. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là encore, hein, cette démonstration, cette présentation et cette suite d'explications n'est pas un cours Linux, donc c'est vraiment juste des fondamentaux qu'on est obligé de rappeler très brièvement. Mais parmi ces fondamentaux, ce qu'il faut savoir, c'est que ma machine, elle a besoin d'accéder au dépôt Debian d'Internet. Pourquoi? Parce que cette machine est une Debian, une distribution Debian. Si vous voulez, on peut même le vérifier hein, avec cette commande, par exemple. Et voilà, là, elle est bien écrite. Vous aurez la version que j'utilise. On voit que c'est une distribution Debian de type 9.3, et cette distribution Debian, si je veux ajouter des paquets pour ajouter des applications dessus, il faut que je passe par le serveur officiel de Debian, donc il est sur internet, et pour ça j'ai donc besoin d'accéder à internet. Mais je ne dois pas me contenter d'y accéder par les adresses IP, puisque ce sont des noms de domaine que je dois trouver. Donc il faut que ma machine ait dans sa configuration DNS client
la faculté, la possibilité, le paramètre qui permet de surfer sur internet. Donc on va commencer par modifier le fichier qui permet de faire ça. Il se trouve ici et il s'appelle resolve.conf. Ce fichier là, il y a un certain nombre de choses qui sont peut-être déjà dedans. À la limite, vous vous en préoccupez pas. Ce qui nous intéresse, c'est les adresses name server, notamment la première ligne que vous rencontrez en partant du haut. S'il y a une adresse qui vous semble être une adresse officielle d'un serveur DNS connu, vous pouvez laisser comme ça, sinon vous modifiez. Ici, on peut voir name server 8.8.8.8 suivi d'un 8.8.4.4, et si vous êtes suffisamment renseigné sur les habitudes actuelles du fonctionnement internet DNS, vous saurez que ces deux serveurs sont des serveurs DNS publics, donc tout le monde peut les utiliser. On va donc pouvoir accéder à internet grâce à ces serveurs normalement. On va le vérifier. Comment? Simplement avec un ping d'un nom de domaine, par exemple ça. Si ça répond, pas besoin d'aller plus loin, ça sera suffisant comme test pour démontrer que nos domaines sont résolus. Du coup, on peut revenir sur notre objectif qui est d'installer le service DNS. Le service DNS, là encore, et sans refaire un cours sur le DNS, il suffit de caler notre machine déjà sur les dépôts internet. Donc, première étape, je vais la refaire une deuxième fois pour que vous voyez bien, mais voilà ce que j'ai fait, j'ai appuyé sur Entrée. Et une fois que ça c'est fait, qui vous rend la main, vous pouvez installer le paquet qui s'appelle bind9, qui est en fait la version 9 du service BIND, qui est donc le service DNS de Linux. Berkeley Internet Name Daemon, BIND. Bon, quand on fait OK, il nous demande de continuer avec oui ou non. On va mettre oui. Il va installer les paquets. Ça va aller assez vite, mais après il va ralentir un peu parce qu'il va construire en fait la sécurisation du service. Donc on peut se rendre compte qu'il n'est pas planté là, on peut se demander, mais il est en train de travailler. Voilà, c'est fait. C'est fait, mais rien n'est configuré. Maintenant, il faut tout configurer. Donc pour tout configurer, il va falloir qu'on mette en place en fait une zone et que on puisse donc en fait déclarer notre zone. Alors neptune.local, et alors on va reprendre le schéma pour bien être conscient de ce qu'on fait. Nous on déclare la zone neptune.local de ce côté là, et on va aussi anticiper à déclarer la zone secondaire pluton.local, mais qui elle sera de ce côté là. Donc neptune.local. Donc neptune.local. Alors voilà comment on va faire. On pourrait on pourrait récupérer des fichiers déjà existants, mais on va se baser sur les exemples qui existent lorsqu'on installe Bind, c'est-à-dire quand on a fait ça là, on a reçu des fichiers dans un dossier qui sont ici. Et si on regarde bien ici, on a un certain nombre de choses. Tout ce qui commence par DB là, ce sont des fichiers de zone qui vont nous permettre de créer notre squelette en fait. Donc on va prendre db.local par exemple, et on aura suffisamment d'infos là-dedans pour construire notre propre zone, vous allez voir. Mais avant de le faire, on va déclarer nos zones. La déclaration se fait dans les fichiers qui portent l'extension .conf ou .conf. Quelque chose. .conf, le fichier dans lequel on va mettre nos zones, généralement ce qu'on fait, on le met dans name.conf.local. Name.conf.local. Donc on va ouvrir ce fichier. Name.conf.local. Voilà. Dans un fichier de zone, on a l'habitude de mettre des commentaires avec un double slash et non pas avec un dièse. Mais ça marche quand même si on le fait. Donc ici, en fait, c'est juste une info. Il nous dit de mettre en fait notre configuration locale ici. C'est un conseil qui est donné, c'est pas une obligation. Donc, moi, je vais suivre ce conseil et par habitude, je fais tout le temps comme ça.
Donc ce que je veux, c'est déclarer ma zone, donc Neptune.local, qui sera, alors si je me trompe pas, Neptune.local il sera côté vert, et Pluton.local sera côté rouge. Donc Neptune.local, on va construire notre zone. La construction passe par la déclaration. La déclaration se fait comme ça. Vous faites tout simplement une déclaration avec un bloc d'écriture ici. Donc Neptune.local, on ferme les guillemets et on ouvre une accolade. Et à partir de là, tout ce qu'on va taper dedans va permettre en fait de s'associer à cette zone. Donc c'est une zone de type mètre. Cette zone sera déclarée dans un fichier qui va contenir en fait les informations de ce fichier. Ce fichier, on va l'appeler par exemple Neptune.zone, c'est pas mal, on n'est pas obligé de lui donner une extension, on fait comme on veut en fait. Moi je vais appeler Neptune.zone, et pour l'instant on pourrait se contenter de dire que on a fini en faisant comme ça. C'est-à-dire qu'on ferme la collade ici, qui a été ouverte plus haut. Mais on pourrait déjà autoriser de transférer cette zone vers l'autre serveur, qui donc se trouve ici, 172.20.0.250. Et non seulement autoriser le transfert vers ce serveur, mais indiquer que l'on autorise, enfin qu'on opère la notification auprès de ce serveur. Donc on va faire ça. Alors comment on fait? Tout ça c'est facile, mais il faut pas se tromper dans la syntaxe, dans les écritures. Donc on va aller ici, on va indiquer qu'on notifie, on le met à yes, on indique que on autorise la notification vers, et là on peut indiquer par exemple ça voudrait dire vers tout le monde. Hein, si on fait ça, ça veut dire qu'on autorise vers tout le monde. Si on veut un peu de sécurité, si on veut en fait sécuriser notre système, ici on mettrait l'adresse de l'autre serveur. Et seulement celle-là. À ce moment-là, seul ce serveur pourrait être notifié qu'une zone a été mise à jour. Alors pour l'instant, on met simplement ça. Ça c'est pour la notification. Maintenant, le transfert, le transfert c'est à peu près la même indication de ligne. Donc le transfert, faire attention, hello transfert, et on indique l'adresse donc du serveur en question. Là encore on pourrait mettre any. Si on veut de la sécurité, il faut éviter ça. Voilà. Alors on reprend depuis le début. Je déclare l'existence d'une zone Neptune.local dont ce serveur est le serveur maître, donc le serveur principal. Cette zone possède ces informations dans un fichier qui s'appelle Neptune.zone. Alors je peux même mettre le nom du dossier où je veux stocker cette zone. Et généralement on le met ici, comme ça. Il n'y a pas de i, ça c'est une faute de frappe. Comme ça, /var, /cache, /bind. Mais si je l'ai pas fait précédemment, ça marche quand même. Pourquoi? Parce que par défaut, il y a un autre fichier de configuration qui nous indique le chemin que bind utilise. Et dans le chemin indiqué, il indique var cache bind. Donc on n'a pas besoin en réalité de le préciser. Donc le fichier de zone sera donc celui-ci. La notification est automatiquement déclarée vers
ce serveur-là, il y aura la notification et seulement vers ce serveur-là. Et lorsque l'on acceptera ou qu'on déclenchera un transfert de zone, le transfert se fera vers ce serveur et seulement celui-là. Voilà. Maintenant, on vient en fait de déclarer que la zone Neptune est autorisée à être transférée vers ce serveur et qu'on va notifier ce serveur lorsqu'il y aura une mise à jour. Donc, ce qui permettra le transfert automatique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ce serveur de se préparer à recevoir la zone Pluton.local en provenance de ce serveur. Donc, comment on fait ça? On déclare la zone. C'est un peu pareil en fait. On lui donne le nom. Pluton.local. On ouvre la petite accolade. C'est pas tout à fait pareil parce que ça, c'est pas une zone maître, c'est une zone esclave. Slave en anglais. Pour nous, ce serveur n'est pas le maître de Pluton.local, il est le maître de Neptune.local. Donc, il sera l'esclave de la zone Pluton.local. Donc, on indique ensuite où. Alors là encore, on n'est pas obligé, mais je vais faire les choses correctement. Donc, d'indiquer le chemin complet et il suffit de lui donner un nom. Alors, c'est pareil, on va garder un nom. Pluton.zone. On fait maintenant la zone est déclarée. Maintenant il faut indiquer qui sont les serveurs maîtres de cette manière là. Et les serveurs maîtres, et ben c'est celui-ci. Il n'y en a qu'un. On ferme notre petite accolade et on fait entrer. Voilà, alors petit retour, vous prendrez le temps de vérifier qu'il n'y a pas de bêtises de fait. Moi je pense pas que j'en ai fait comme ça, mais on sait jamais. Tellement rigoureux qu'on des fois on passe à côté d'une erreur, d'une faute de frappe et on la voit pas du premier coup d'œil, donc il faut être très vigilant. Mais il faut pas se contenter de se fier à ce qu'on voit. Des fois il faut faire donc tout de suite des tests. Alors je vais en faire un et je sais déjà que je vais avoir une erreur parce que en fait en toute logique, si je cherche à démarrer mon service DNS maintenant, comme je lui indique qu'il doit charger en fait ce fichier là, quand je lui demande de le démarrer, il va le charger en mémoire, mais comme il n'existe pas, il va pas le trouver, donc il va mettre une erreur et il va réitérer l'exploit ici parce que il va mettre une erreur aussi. Ensuite, éventuellement, même si ces fichiers existaient, il chercherait à atteindre ces serveurs-là, parce que je les ai déclarés comme serveurs de confiance, en quelque sorte. Ben, il ne pourrait pas le faire, puisque pour ça, il faudrait qu'ils aient la réponse des autres, et les autres ne sont pas au courant. Puisque j'ai rien dit aux autres serveurs, le serveur DNS n'est pas encore configuré, donc ça va créer une autre erreur. Mais c'est pas grave, on va faire comme si on voulait faire notre premier test. On va donc enregistrer le fichier. Et on va démarrer le service bind. Et là, on va faire un restart, parce qu'on ne sait pas s'il est déjà démarré ou pas, on fait un redémarrage. Bon, on a l'impression qu'il n'y a aucune erreur, puisqu'on n'a pas reçu d'insulte. Par contre, si on fait un journal ctl-u bind 9 et qu'on fait entrer, alors on peut voir que il y a un certain nombre de choses qui sont passées. Si on fait défiler l'écran, là j'appuie sur la barre d'espace, je m'aperçois que en bas il y a du rouge et la zone Neptune.local ici n'a pas été chargée, et en fait il ne peut pas la charger puisqu'elle n'existe pas, le fichier n'a pas été trouvé. Donc si je veux vraiment savoir plus, je peux mettre -xe. Je pourrais normalement défiler à droite avec ma flèche et vous voyez qu'en rouge à peu près au milieu de l'écran on voit var cache by Neptune.zone paid file not found, donc fichier non trouvé. Donc le fichier en question, comme il est assez compliqué à mettre en place et qu'on veut pas faire d'erreur,
on va le créer en prenant comme modèle le fichier db.local que vous voyez ici à peu près au milieu de mon écran si vous regardez à droite, db.local. Donc je vais prendre ce fichier db.local et je vais le copier dans var cache bind en lui changeant son nom. Je veux l'appeler neptune.zone tel que en fait on avait prétendu qu'il s'appelait. Donc je copie db.local et je l'emmène dans /var cache bind et je lui donne un nouveau nom, neptune.zone. En une seule opération, je vais copier ce fichier tout en le renommant. Donc à ce stade-là, je vais aller dans cd /var cache bind et je devrais trouver un fichier qui s'appelle neptune.zone. Comme vous pouvez le voir complètement à droite, il est là, ce fichier. Je vais donc l'ouvrir et là, il faut commencer à être très vigilant sur ce qu'on va écrire dedans. Donc je préconise d'enlever tout ce qui n'est pas utile pour ne mettre que ce qui est indispensable, on va dire, pour l'instant. Alors, ce qui n'est pas utile, c'est peut-être les commentaires que je viens d'enlever. Maintenant, ce qu'on pourrait rajouter, c'est $. Alors, $, ça fait appel à une variable. $origine. Et on donne la valeur derrière. Alors, $origine, je vais mettre l'arrobase. Je vais expliquer tout à l'heure ce que c'est. Pour l'instant, je construis mon fichier. Et je vais expliquer tout à l'heure. Voilà, ça on peut laisser comme ça. Alors, je vais mettons mettre une valeur comme ça ici. Voilà, c'est pas mal ça. Donc là, ça veut dire que l'arrobase qu'on trouve ici, qu'on va retrouver là par exemple, et puis peut-être plus bas, par exemple ici ou là. Là, ça veut dire que je demande à mon fichier de mettre en mémoire le nom de domaine qu'il a dans le fichier de déclaration de zone. Alors rappelez-vous, moi j'avais écrit zone et entre guillemets j'avais écrit neptune.local. Donc quand je mets ça, ça veut dire que son domaine, qui doit donc garder en mémoire, s'appelle neptune.local. Donc à partir de ce moment-là, en faisant comme ça, il met en mémoire cette valeur, et tout ce qui ne sera pas précis dans les déclarations que je vais faire, comme par exemple ici serveur, qui est le nom de la machine, et ben il va rajouter .neptune.local. Il va rajouter en fait la terminaison capturée par cette variable ici. Du coup, tout devient précis, puisque au lieu d'écrire serveur ici, c'est comme si j'avais écrit serveur.neptune.local. Et dans ce cas-là, je suis dans ce qu'on appelle une résolution pleinement qualifiée. Pleinement qualifiée, ça veut dire précis. Donc, maintenant, pourquoi j'écris serveur? Ici, ça veut dire que je déclare que ma machine, dont le nom est serveur, est ce que l'on appelle le SOA. Le SOA de quoi? Regardez, tout en début de ligne, le SOA de neptune.local, donc de mon fichier, enfin de ma zone neptune.local. Ma zone.neptune.local aurait donc une machine qui s'appelle serveur.neptune.local qui en serait le SOA. Le SOA, ça veut dire le serveur DNS responsable, donc le serveur DNS principal. Donc ça, cet enregistrement déclare que la machine dont le nom est soi-disant serveur.neptune.local est le chef de cette zone, le responsable, le maître. Maintenant, gardons à l'esprit que on a une machine qu'on a appelée serveur. En tout cas, c'est le nom qu'on donne ici, serveur, et rappelez-vous, il rajoute tout seul derrière .neptune.local. Donc maintenant, il faut tout de suite lui dire, un petit peu, alors on va le faire ici, là, tout de suite lui dire qui est
serveur. Comment on fait ça? Eh bien, on lui dit que serveur, dans l'enregistrement de catégorie Internet, IN, possède comme adresse IPv4 l'adresse 172.30.0.250. C'est donc l'adresse de ce serveur-là. Je suis en train de désigner son adresse IP en disant, voilà, toi tu t'appelles serveur et ton adresse est 172.30.0.250. Quand je fais ça, le reste, pour l'instant, regardez pas plus bas, ça n'a aucun sens pour l'instant. Ça veut donc dire que ma machine, donc je vais effacer les lignes du dessous qui pour l'instant n'ont aucun sens. Ça, je vais les enlever, voilà. Ça veut donc dire que la machine pour le domaine Neptune.local, donc la petite astuce ici qui représente le nom de domaine capturé, possède comme chef Start of Authority, chef, début de l'autorité, la machine serveur.neptune.local. Et que cette machine, qui s'appelle donc serveur.neptune.local, puisque là encore il va rajouter la précision, possède comme adresse IP version 4, un seul A veut dire IP 32 bits, 4 A par exemple comme ça voudrait dire 4 x 32, c'est-à-dire 128 bits, autrement dit IPv6. Donc nous, si j'en mets qu'un, il faut donc qu'ici je donne une valeur en IP version 4. J'indique donc l'adresse IP qui correspond à cette machine. En faisant ça, je déclare que dans le domaine, dans la zone Neptune.local, une machine possédant l'adresse 172.30.0.250 doit être connue sous le nom de serveur. Je fais une association. Voilà. Cette machine, c'est donc elle. C'est sur cette machine que j'ai installé le service DNS, c'est sur cette machine que je suis en train de faire cette déclaration. On peut donc en conclure, sans trop se tromper, que c'est elle, le serveur DNS. Le serveur DNS, c'est-à-dire ce qu'on appelle le NS, en fait, le name server. Donc le name server est cette machine-là. Il faut donc le déclarer. Donc ça se fait ici, NS, en indiquant son nom. Là encore, vous pouvez rajouter .neptune.local. Ou ne rien mettre, il va le rajouter tout seul. Voilà. Alors, à ce stade-là, normalement, notre DNS a suffisamment d'infos pour, théoriquement, en sortir pour démarrer. On va voir si c'est vrai. On va redémarrer le service. On avait démarré tout à l'heure. On voit qu'il n'y a pas d'erreur, mais on va lire le journal. Et on regarde si Neptune.local a été chargé. Regardez la 5e ligne en partant du bas. Il y a marqué zone Neptune.local / de type IN, ça veut dire Internet, a été chargé, loaded, avec le numéro de série 1. Le reste, on s'en fout, hein, ça ne nous intéresse pas. Mais cette phrase-là, qui était en rouge tout à l'heure, apparaît maintenant comme valide. Donc ça veut dire qu'en mémoire, la zone Neptune est déjà opérationnelle. Et plus bas, si vous regardez bien, la dernière ligne, en fait, en partant du bas, il nous dit que la zone Neptune.local envoie des notifications. Et alors, en fait, si je rajoute ça, je vais pouvoir voir que elle envoie des notifications. Il faut lire la ligne avec le numéro de série numéro 1. Et plus bas, on voit que le transfert de Pluton c'est l'autre zone, depuis la machine 172.30.20.0.250 a échoué. Ah oui, c'est normal, l'autre serveur n'est pas allumé, n'est pas configuré. Donc c'est normal. Donc tout est OK pour l'instant. Je vais vous remontrer le fichier de zone Neptune.local, Neptune.zone qui contient la zone Neptune.local. Voilà très simplement comment ce fichier a été construit. Et vous voyez très simplement
que c'est suffisant pour qu'il commence à fonctionner. Il est minimaliste, c'est vrai, mais il fonctionne. On va d'ailleurs rajouter des petites choses dedans pour faire nos tests tout à l'heure. On va rajouter une ligne qu'on va appeler routeur. C'est le nom qu'on décide de donner à notre enregistrement. Un enregistrement de type internet IPv4. Et on va indiquer, alors attention, j'aime pas trop que ça va mettre des erreurs. On va indiquer l'adresse du routeur. Comme ça, quand on voudra atteindre le routeur, plutôt que de l'appeler par son adresse IP, il suffira de l'appeler routeur.neptune.local. Il sera plus simple, plus parlant, plus classique. Voilà, donc c'est tout pour l'instant. On quitte, on enregistre. Et on va faire un premier test. On va redémarrer le service. Attention, attention. Quand vous faites une modification dans ce fichier, il y a deux choses à faire. Vous devez redémarrer le service. Vous assurer ensuite qu'il n'y a pas d'erreur. Au début en tout cas. Maintenant, une troisième chose. Quand vous modifiez ce fichier, eh ben, à chaque fois que vous faites une modif, vous faites évoluer ce fichier. Il faut donc faire évoluer le numéro de série. C'est le premier nombre qui est là-haut. Par exemple ici, je vais le renommer comme j'ai fait 3 modifs dedans, je vais l'appeler 3. C'est-à-dire que j'en suis à 3e version. Je vais sauvegarder, je vais enregistrer, je vais redémarrer et je vais vous montrer le journal. Et si vous regardez bien le numéro de série de Neptune, à peu près au milieu de l'écran, un petit peu plus haut, Neptune.local a été chargé avec le numéro de série 3. Neptune.local avec le numéro de série 3. C'est bien la preuve qu'il prend en compte mon évolution. Voilà, donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est pour faire un test, pour véritablement vérifier que ça marche. On peut aller soit sur un poste client, mais pour l'instant je n'en ai pas encore de configuré, ou bien sur le serveur. Alors, il faudra de toute façon le faire sur les deux.